Hello! Alors la dernière fois on a vu ensemble, qu'est-ce qu'on a vu ensemble? On a vu ensemble comment trafiquer une interview avec des plans de coupe. Ah! Et ben aujourd'hui, on va vous apprendre une super technique ninjaesque, absolument incroyable, pour faire la même chose mais sans utiliser de plan de coupe. Comment c'est possible? Et ben vous le verrez tout de suite après le sommaire et même après l'émission et pendant l'émission. Donc le sommaire, c'est une critique de jeu sur DS, et oui. Ensuite, on aura... qu'est-ce qu'on aura? Mon souvenir, et oui. Et bien sûr Otto, comme chaque jeudi. Et maintenant, c'est les news. No More Heroes 2 accuse un nouveau report en Europe. Alors que le premier volet va bientôt sortir en HD sur Xbox 360 et PS3 au Japon, la suite tant attendue des aventures de Travis Touchdown sur Wii est encore repoussée chez nous. No More Heroes 2 Desperate Struggle est déjà sorti sur le sol américain depuis début janvier et se fait maintenant plus que désiré en Europe. Il faudra dorénavant attendre le 28 mai prochain pour pouvoir jouer à la dernière création de Suda Goichi. Heureusement, ce retard s'accompagne malgré tout d'une bonne nouvelle. Cet épisode sera en version non censurée. Fini donc les traînées de pixels blanchâtres. Lorsque l'on frappera les ennemis, on aura le droit à du sang et des larmes. Just sit back, Sylvie, and watch the hell I'm gonna raise. Bring it on! After this, I'm gonna touch you down. Let's pull. That was sweet. What the hell? A battle royale. Depuis son annonce sur console HD, la question ne cessait de revenir lors de toutes les interviews. Super Street Fighter 4 verrait-il le jour en arcade? Une interrogation à laquelle Capcom vient de répondre par l'affirmative. Un soulagement pour tous les amateurs de compétition, le jeu bénéficiant de quelques ajustements qui devraient pimenter les tournois. On pense notamment aux furieux de Sagat qui devraient dorénavant être malmenés par leurs adversaires, la puissance et la résistance du personnage ayant été largement revus à la baisse. Évidemment, Capcom n'a pu s'empêcher de lancer une petite rumeur venant s'ajouter à l'annonce, histoire de créer le buzz autour du jeu. Un nouveau rééquilibrage des personnages et des combattants inédits pourrait bien venir étoffer cette version arcade. De quoi rendre fous les fans qui n'ont même pas encore pu goûter à la version console disponible à la fin du mois. Après un passage remarqué sur PC et sur iPhone, le sympathique Tower Defense Plants vs Zombies verra également le jour sur l'iPad, la prochaine création d'Apple. Voici d'ailleurs quelques images de cette version du jeu qui bénéficie, outre de graphismes en haute définition, de succès et de mini-games exclusifs. Allez bref, alors, souvenez-vous, c'était à peine il y a 2 jours, notre ami et cher président Sébastien Ruchet s'exprimait à propos de la violence dans les jeux vidéo. Je vous propose de revoir le rush initial, afin que vous vous rendiez compte des subterfuges que nous avons fait par la suite. Ne pensez-vous pas que les jeux vidéo ont une influence néfaste sur les jeunes d'aujourd'hui? Oui, je vois ce que vous voulez dire, mais les gamers ne sont pas tous des psychopathes. Si vous essayez vous aussi de jouer à ces jeux dits violents, vous comprendriez tout de suite pourquoi. Et maintenant, voici la version que l'on avait montée il y a 2 jours. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Les gamers sont tous des psychopathes. Si vous essayez vous aussi de jouer à ces jeux violents, vous comprendriez tout de suite pourquoi. Alors comme vous pouvez le constater, Sébastien dit exactement le contraire de ce qu'il voulait dire initialement. C'est une version pour l'instant où nous n'avons pas rajouté de plan de coupe. Donc les coupes se voient. Alors maintenant, comment on masque ça? Par la fameuse technique ninja. Depuis quelque temps, le studio Platinum Games s'illustre sur toutes les machines grâce à des titres destinés avant tout aux gamers. Après Mad World et Bayonetta, c'est à nouveau Sega qui distribue Infinite Space, un jeu bien différent des 2 titres tape à l'œil sortis respectivement sur Wii et console HD.
Lorsque l'on sait que le jeu est produit par la même équipe que le mythique Steel Battalion, à savoir Inaba à la production, Kono à la réalisation, et supervisé par le studio Noodmaker, on se doute que l'on n'est pas vraiment face à un titre grand public. Scénario fouillé, prise en main et graphisme austère, difficulté élevée, on se demande bien comment un tel jeu de niche peut sortir en France, même en ayant reçu un accueil très enthousiaste au Japon. Enemy Unit 2. Destroy. Yuri, un jeune garçon de 16 ans dont quasiment toute la famille a été décimée et qui répare des vaisseaux, souhaite partir à l'aventure dans l'espace pour percer le mystère qui entoure un étrange artefact que lui a légué son père, une épitaphe. Ces derniers, dispersés dans tout l'univers, sont supposés avoir des effets gigantesques permettant d'influencer le cours des choses, en particulier les portes de téléportation qui relient les différents secteurs de l'espace. Cependant, le gouverneur de Ropesque, la planète de Yuri, ayant interdit aux habitants de quitter celle-ci, le jeune garçon n'a d'autre choix que de partir clandestinement. Pour cela, il fait appel à Nia, une launcher, c'est-à-dire une mercenaire chargée de former les gens à leur future vie d'errance dans l'espace. C'est là le début d'une immense quête au cours de laquelle Yuri va rapidement devenir capitaine de son propre vaisseau, puis d'une flotte entière afin de naviguer dans l'espace à la recherche de la vérité sur les artefacts. La tâche est ardue car la paix n'existe pas dans l'univers et Yuri devra tracer sa route au milieu d'un gigantesque conflit opposant les pirates de l'espace aux différentes forces armées. Voici le début de l'histoire dont les grandes lignes s'inspirent des romans de science-fiction à contexte philosophique des années 50-60, notamment Les Enfants d'Icare d'Arthur C. Clarke et des ouvrages du romancier Mitsuse Ryu. Infinite Space se présente comme un RPG spatial, mais n'a strictement rien à voir avec des séries comme Phantasy Star ou Star Ocean. Ici, les combats ne mettent pas en scène les héros directement, mais les vaisseaux. Les combats se déroulent en temps réel et les actions se valident toutes via des menus. La totalité du jeu, par ailleurs, se joue au stylet et à travers des menus. Quelques raccourcis boutons sont bien présents, mais ils ne sont pas indispensables. On alterne donc entre les déplacements automatiques dans l'espace, parsemés de combats aléatoires, et les escales sur les planètes. On trouve sur celle-ci les tavernes, qui sont des lieux clés pour faire des rencontres, obtenir des renseignements et débloquer quelques missions contre rémunération, ainsi que des magasins de plans de vaisseaux, de modules, etc. Ou encore des guildes qui permettent de recruter des membres d'équipage. Si ces services ne sont pas disponibles partout, il est en revanche possible d'accéder à tout moment sur les planètes au CTA, l'autorité du commerce cosmique, qui permet de paramétrer sa flotte, de répartir ses membres d'équipage et ainsi de suite. Et il y a fort à faire puisqu'environ 150 vaisseaux sont disponibles ainsi que 150 membres d'équipage aux spécialités différentes, sans parler des pièces de vaisseau promettant de très longues heures de customisation. Pour ce qui est du système de combat, le cœur d'un RPG donc, il se déroule en temps réel. Le joueur gère toute sa flotte en même temps et doit choisir les vaisseaux de la flotte adverse qu'il souhaite attaquer. En haut se situe la jauge de combat pour vérifier la position des vaisseaux et la portée des tirs. On peut se déplacer uniquement vers la gauche ou la droite ou faire du surplace. À gauche, on trouve la jauge de commandement qui se remplit graduellement en usant de 3 couleurs. Selon le degré de remplissage de la jauge, le joueur va pouvoir effectuer différentes actions. Attaque normale, barrage, c'est-à-dire une attaque beaucoup plus puissante, ou dodge, l'esquive, qui ne permet d'ailleurs d'éviter que les tirs de barrage. Même si cela peut paraître simple au premier abord, toute la difficulté des combats tient dans l'anticipation des attaques des adversaires en se basant sur leur couleur. Trouver la manière optimale de gérer ses déplacements, ainsi que l'ordre d'attaque des vaisseaux de la flotte adverse. Enrôler certains personnages dans sa flotte permettra également d'effectuer des attaques spéciales, une fois leur niveau d'expérience suffisant. Plus tard dans le jeu, il sera aussi possible d'effectuer des attaques de mêlée dans lesquelles les hommes de chaque flotte s'affrontent littéralement selon le principe du pierre-feuille-ciseau, dans un style qui ressemble à Dragon Force sur Saturn. La moindre erreur dans les combats est difficilement rattrapable, et ce, dès le début du jeu, et on se rendra souvent compte que la fuite est parfois inévitable. Sinon, comme dans tout RPG, la victoire lors des combats se solde par un gain, de points d'expérience pour Yuri et chacun des membres de l'équipage, de points de renommée, indispensables si l'on veut embaucher des mercenaires plus compétents, et enfin, d'argent. Il est également possible d'affronter un ami en Wi-Fi local si celui-ci possède aussi la cartouche. Bien que le jeu soit déjà difficile, on peut débloquer 2 modes supplémentaires plus corsés une fois l'aventure terminée. Sur le plan des graphismes, les interfaces sont plutôt austères et la représentation 3D des combats, guère réussie, était dispensable, mais cela ne gêne pas vraiment pour jouer. Le jeu est parsemé de séquences animées réalisées par le studio Gonzo et Production IG qui agrémentent un peu le tout. Les designs des vaisseaux et la cohérence de l'univers ont été supervisés par le studio Noué, créateur de Macross, entre autres.
On se prend la tête, on perd, on recommence, on sue à grosses gouttes devant Infinite Space et qu'est-ce que ça fait du bien. Enfin, si l'on aime les jeux à l'ancienne bien sûr. Le titre qui demande un certain investissement aurait très bien pu sortir sur PC, Atari ou Amiga dans les années 90. Mais non, c'est sur DS qu'il sort et en 2010. Il est clair que la grande majorité des joueurs d'aujourd'hui ou ceux qui cherchent un RPG classique n'accrocheront pas du tout à son interface austère et à ses pages de texte tout en anglais sans traduction, mais les nostalgiques y trouveront largement leur compte. Infinite Space propose un scénario inspiré des grandes œuvres de la SF, compliqué à souhait, et il faudra plusieurs heures pour que les choses sérieuses démarrent vraiment, mais c'est justement cela qui fait tout son charme. Un excellent pied de nez à tous ceux qui s'acharnent à dire que la DS ne propose que des jeux casual. Eh bien, figurez-vous que ce sera avec du morphing qu'on va tricher cette fois-ci, notre ami Sébastien. Alors vous me direz, mais c'est quoi le morphing? Eh ben, c'est comme dans les clips de Michael Jackson ou les génériques de Thalassa, c'est aussi simple que ça. On fond deux images et ça devient beau, magique et invisible. Hop là! Mais ce sera après mon souvenir.そうですね、かなり古いところで言うとやっぱウィザードリーっていうのはすごくゲーム業界に入るいい刺激になったタイトルかなと思いますね。あれは今でも多分新鮮な気持ちで遊べると思います、ウィザードリー1に関しては。もともとそうですね、私は実は自社のゲームなんですけど、ドラゴンクエストってあるじゃないですか。ドラゴンクエストをやる前にウィザードリーもすでにやっていたんですね。でその時にウィザードリーって6人でパーティーを組めるんですけれども、ドラクエって1の時はもう1人で冒険になったじゃないですか。でなんでウィザードリーでね6人で冒険できるのに今更1人で冒険しなくちゃいけないんだみたいな、その時にキャラクターで特色みたいなものがやっぱり出せるんですよ。戦士がいたりアメリカのゲームなのに侍がいたり忍者がいたりとかっていう部分で自分なりのパーティーを組むっていうところが多分今の RPG の影響及ぼした影響ですごいと思うんですよ。そういったところはかなりリスペクトしてますね、ウィザードリーに関しては。よく時代にああいう発想ができたなっていう。Alors vous voulez un petit exemple de morphing? Alors celui-là il sera moche, mais il est spécialement fait pour vous. Moi sans capuche, et moi avec capuche, et maintenant on morphe. Bon, j'enlève la capuche, c'est mieux. Alors vous voyez le principe? Et ben alors sur une interview c'est super simple à faire parce que souvent les gens bougent pas trop. Il faut voir même qu'ils bougent pas du tout. Hein. Comme c'est des tout petits mouvements, hop, on peut changer la tête des gens et personne s'en aperçoit parce que le décor reste fixe. Alors bien sûr si vous êtes à l'épaule c'est foutu hein, parce que tout le décor va morpher derrière aussi. Hein. Donc faut être sur cadre. Et oui, faut être sur pied. Paf, paf. Voilà, alors que Michael Jackson et les autres c'est de la post-production beaucoup plus lourde. Là on bricole. Hein. Faut pas croire que c'est ILM ici. Allez, auto. Bonsoir à tous et bienvenue dans Auto. J'espère que vous avez apprécié l'émission spéciale de la semaine dernière. Et pour ceux qui l'ont ratée, elle est disponible sur No Life Online, alors pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on switch sur la J-Musique avec les topics et les concerts. On commence les concerts avec Barbatos. Ce sont les prochains sur la liste avec leur seul et unique concert le 14 avril à Lille. Un événement qui convient aux adeptes de Metal Trash. Aux mêmes dates, on aura aussi le groupe qui a donné naissance à la chanson du Petit Cochon Rose. Oui, je parle bien de LMC. Ils seront sur le territoire pour 3 dates, le 14 à Lyon, le 15 à Toulouse et le 17 à l'Élysée-Montmartre.
On enchaîne sur les Jelly Beans qui ont décalé leur date de concert au 18 avril à la Seine-Bastille. Votre billet reste valable si vous l'aviez acheté pour la loco ou pour le 17 avril, alors allez-y sans crainte. Comme vous l'avez sûrement lu sur le net, vous savez que le chanteur Aoi est malade et qu'il a été contraint d'annuler sa date de concert à Paris. C'est pour ça que les Jelly Beans qui sont dans la même boîte ont récupéré sa date de concert, donc pas de concert pour Aoi en avril. On termine les concerts avec Hito qui nous fera l'honneur de sa présence et de sa voix pour encore quelques dates sur le mois d'avril ainsi que sur le mois de mai. Le 21 avril, il sera à la Fnac des Champs-Élysées pour un showcase et une dédicace. Le 24 à Love in Japan. Le 30 avril et 1er mai au Japan Matsuri. Et enfin, le 4 mai au Glam in Japan. Très prochainement, nous parlerons aussi d'Exist Race, d'Only Policino, de Hungry Hungry, de Versailles et de Vamps. On commence les topics, les news du moment avec Imai Eriko, une des chanteuses du célèbre groupe Speed, très populaire dans les années 90. Alors évidemment, plus d'une dizaine d'années sont passées, entre deux elles ont fait leur vie, mais récemment elles ont fait leur comeback. Eriko est devenue maman et a découvert que son fils, Laimu, avait des problèmes d'audition. Depuis, elle a appris le langage des signes et elle a d'ailleurs utilisé cette capacité pour le rôle qu'elle a joué dans le film Yuzuriha. C'est donc tout naturellement qu'elle a été amenée à présenter l'émission éducative sur NHK, Minna no Shuwa, qui enseigne le langage des signes. Elle a débuté cette nouvelle activité début avril et on lui souhaite de mener à bien son enseignement du langage des signes. Ça me donnerait presque envie de m'y mettre. On continue avec le groupe One Ok Rock qui a refait surface il y a déjà quelques semaines avec leur nouveau single Kanzen Kankaku Dreamer. Suite au scandale de l'année dernière où le guitariste Alex a été obligé de quitter le groupe, les 4 membres restants étaient en stand-by. Après 1 an de hiatus, ils reviennent encore plus énergiques qu'avant. Depuis 2008, les fans attendaient l'album qui prendrait la relève de Kanjo Effect. Ils n'auront plus beaucoup à patienter. Niche Syndrome est prévu pour sortir en juin au Japon et une nouvelle tournée nationale est d'ores et déjà planifiée. Ça y est, c'est la fin de l'émission. Il est temps maintenant de parler des nouveautés qui arriveront juste après le J-Top samedi soir en rotation sur l'antenne. Et cette semaine, entre autres, nous aurons Umi Eto de Puffy, un clip que, évidemment, Alex adore. Nous aurons également le clip Mr. Zero, Mr. O de Only Policino. Il y aura également le nouveau HP pour lequel vous votez chaque semaine sur le forum de No Life, mais également Shanti de Shimatani Hitomi, qui est donc une musique composée par Ueno Keiichi, qui est l'un des compositeurs de Bemani. Voilà, merci pour l'info Anne. Et il y aura donc la fameuse nouveauté que je vais mettre en avant ce soir, Zanzo de Flumpool. Et pourquoi c'est là? Eh bien parce que Flumpool, c'est un peu la révélation de l'année 2009 au Japon. Que Zanzo, c'est leur dernier single, donc c'est vraiment le dernier clip en date, il est sorti en février. Et que un groupe comme ça, il faut le mettre en avant. D'ailleurs, Flumpool, j'adore. Donc pensez à voter pour le J-Top, à la semaine prochaine, bye bye. Et alors voilà, là c'est devenu le grand moment. Vous demandiez comment on faisait pour faire raconter n'importe quoi à notre président sans utiliser de plan de coupe. Grâce au morphing, et ben la réponse est tout de suite maintenant. J'espère que l'équipe de No Life s'est pas chiée parce que sinon je vais vraiment passer pour un imbécile. Regardez le résultat et puis vous m'en direz des nouvelles. Mais sachez que c'est pas non plus le truc le plus utilisé pour maquiller les interviews. Voilà. Ne pensez-vous pas que les jeux vidéo ont une influence néfaste sur les jeunes d'aujourd'hui? Oui, je vois ce que vous voulez dire. Les gamers sont tous des psychopathes. Si vous essayez vous aussi de jouer à ces jeux violents, vous comprendriez tout de suite pourquoi.
Je reviens vers vous pour me décharger complètement de cette technique parce que moi-même je ne l'utilise jamais. Souvent les monteurs utilisent plutôt un fondu de quelques images, voire de 2 images ou une image pour masquer ce truc-là. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Après les gens ils se démerdent, mais moi ça n'engage que moi et moi je n'utilise jamais ce truc. Jamais.